effectivement, cette phase, on l'a consacrée à mettre en place les fondements du travail à venir de l'instance. D'abord, en accompagnant l'évolution du cadre légal qui régit l'instance et son interaction avec les différents acteurs institutionnels, quel que soit leur rôle et leur responsabilité. Donc ça, c'était un grand volet de la période de transition, mais nous avons travaillé sur plus de 34 thématiques, donc avec des chantiers extrêmement importants et structurants pour l'avenir de l'action, que ce soit sur le plan législatif, et nous avons traité des sujets tels que la déclaration de patrimoine comme un système global. Il y a un volet législatif, mais il y a aussi tout le dispositif qui rendrait effectif la déclaration de patrimoine comme un levier de prévention de la corruption et de l'enrichissement illicite. L'enrichissement illicite aussi a bénéficié d'une étude approfondie avec un rapport qui a été publié à l'occasion du dernier rapport annuel de 2021. Mais il y a aussi la protection des témoins et des dénonciateurs, en plus de plusieurs autres chantiers sur ce volet législatif. Nous avons aussi travaillé sur plusieurs sujets qui permettraient d'élever la relation administration-citoyen et acteurs économiques à un niveau de transparence et de relation de confiance pour réduire les occasions et les foyers de corruption dans cette relation. Effectivement, cette nomination vient faire rentrer d'abord la loi en vigueur, et donc l'instance devient dans une position où elle doit accomplir l'ensemble de ses missions dans un cadre d'orientation stratégique, mais aussi dans un cadre de responsabilité et d'articulation des rôles et des responsabilités avec l'ensemble des autorités et des institutions concernées. Nous allons commencer d'abord par compléter le cadre réglementaire, c'est-à-dire l'adoption de tous les textes de référence pour le fonctionnement, à commencer par le règlement intérieur, par le statut de personnel, mais aussi par le code des marchés. Nous avons un grand chantier sur lequel nous avons travaillé en préparation à cette phase, à savoir le code des procédures de l'instance, et en particulier en ce qui concerne les enquêtes et les investigations. Donc ça, c'est en quelque sorte une dimension organisationnelle et qui permettrait d'opérationnaliser les missions de l'instance dans un cadre bien cadré. Mais nous allons capitaliser sur le travail fait sur les thématiques que j'ai citées tout à l'heure, de manière à pouvoir les mettre en œuvre avec les autorités concernées, à commencer, et bien entendu en tête de ces autorités, le gouvernement, pour pouvoir se mettre d'accord sur les priorités. Nous avons des propositions très concrètes pour dresser ces priorités en partant de l'impact effectif des différentes recommandations, de manière à pouvoir assécher les foyers de corruption et pouvoir créer un environnement plus propice à un recul significatif du phénomène de la corruption et des pratiques et manifestations correspondantes. Nous allons commencer à coordonner l'action nationale anticorruption en espérant que rapidement s'installe une dynamique forte de prévention et de lutte contre la corruption qui s'inscrit dans une nouvelle ère avec une nouvelle approche qui permet à avoir des résultats qui sont perceptibles dans la vie des citoyens, dans la vie des acteurs économiques et dans les acteurs de la société d'une manière générale. Justement, c'est des missions qui sont très sensibles, qui ont une importance particulière. Et donc, nous avons anticipé pendant la période de transition
pour d'abord décliner très clairement ses missions dans le cadre du règlement intérieur, mais aussi pour créer un code de procédure qui est très pointu, très précis, encadré et se basant sur un référentiel juridique qui est cité à chaque fois de manière à ce que toute action soit fondée sur des règles et des normes juridiques qui renforcent l'action de ces commissaires investigateurs. Mais nous avons justement recruté et nous avons attiré des compétences de haut niveau, comme vous venez de le dire, qui sont de profils très diversifiés pour avoir une approche multi-approche en quelque sorte, parce que chacun dans son institution d'origine a une approche soit d'audit, soit d'enquête, terrain, soit... Et donc la combinaison et l'articulation entre ces approches permettrait d'avoir une plus grande pertinence et une plus grande force d'intervention. Alors déjà, dans la législation actuelle, il y a la protection des témoins et dénonciateurs qui est à un certain niveau. Nous avons mené une étude approfondie sur l'effectivité de ces protections, sur les limites que ça représente, et effectivement, nous sommes arrivés à des conclusions très claires que la protection n'est pas suffisante pour permettre à avoir un acte citoyen de dénonciation des actes de corruption. Et nous avons présenté des recommandations pour faire évoluer la législation de manière à protéger les dénonciateurs, les témoins, les experts, aussi au niveau de leurs droits économiques, de leurs droits au niveau de leur parcours professionnel, au niveau d'élargir la protection à leur écosystème familial, etc., de manière à rendre cette protection plus effective. Par ailleurs, la loi 46-19 permet à l'instance, sur demande du dénonciateur ou à sa propre initiative, de protéger l'identité des dénonciateurs, qui est aussi un moyen de protéger justement les dénonciateurs, puisqu'ils ne seront pas exposés et ne seraient pas soumis à des représailles de la part des personnes dénoncées.